bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlerons de la formation des gamètes mâles, des gamètes femelles chez les angiospermes. Nous avons déjà parlé des gamètes mâles, bien sûr. Donc, l'organe reproducteur femelle, appelé encore carpelle, est constitué d'un stigmate du style qui est ce tube qui relie le stigmate à l'ovaire. Donc l'ensemble formé par le stigmate, le style et l'ovaire forme le carpelle. Et l'ensemble des carpelles d'une fleur forme le gynécée. Le gynécée. Donc voilà l'organe reproducteur femelle d'une fleur. C'est dans cet organe qu'a lieu la formation des gamètes. Oui, si on fait une coupe transversale de l'ovaire, on doit constater que l'ovaire a des sortes de loges. À l'intérieur de l'ovaire, on trouve des sortes de loges qui sont, suivant les espèces, regroupées au centre. Donc, tous ces différentes parties doivent être détaillées dans cette vidéo. Donc, pour cette fleur, pour cet ovaire par exemple, nous avons 3 loges qui sont soudées par des sutures carpellaires. Donc, on appelle ces loges des carpelles. Donc, ça, c'est un carpelle, 2 carpelles. Donc, sur cet ovaire, nous avons 3 carpelles. Et l'ensemble de ces carpelles forme le gynécée. Donc, ça, c'est un ovaire tricarpellaire. Et les carpelles se réunissent en un point central ici qu'on appelle le placenta. À l'intérieur de ces carpelles, on voit des sortes d'alvéoles. Ces alvéoles, ce sont bien évidemment des ovules. Ces ovules se forment dans des carpelles au niveau de l'ovaire et ces ovules sont fixés sur le placenta par des sortes de cordons, oui, le cordon ombilical. C'est la même chose que chez l'homme. Donc les ovules sont reliés au placenta, c'est-à-dire ce point central, par des sortes de cordon ombilical. Bon, si nous regardons cette coupe de l'ovaire au microscope à balayage, nous nous rendons compte que l'ovaire a une structure tissulaire, c'est-à-dire formée par l'agencement de plusieurs cellules. Et ces cellules, la forme et la taille de ces cellules varient selon la région où on se trouve sur l'ovaire. On constate par exemple que dans certaines régions, ces cellules sont un peu plus larges et dans d'autres, elles sont plus amincies. Et sur cette paroi externe, nous voyons une membrane cellulaire, c'est-à-dire un agencement de cellules qui forme ce qu'on appellera l'épiderme externe. À l'intérieur, on a une autre membrane cellulaire, une couche cellulaire qui enveloppe le sac carpellaire qu'on appellera épiderme interne. Entre l'épiderme externe et l'épiderme interne, il y a un ensemble de cellules qui sont formées qu'on appellera parenchyme. Et les cellules, les carpelles, puisqu'il faut les différencier, on va voir que les carpelles sont soudées par des sortes de structures qu'on appelle sutures carpellaires. Ce sont des sutures carpellaires. Donc sur cet ovaire, on a 3 sutures qui correspondent à nos 3 carpelles. Et à l'intérieur de chaque loge carpellaire, on va voir, selon la coupe, 2 ovules. 2 ovules qui sont donc dans chaque carpelle. On va obtenir 2 ovules qui sont, comme on a dit précédemment, fixés au niveau du placenta par un cordon ombilical. Si on effectue donc le dessin de cette observation microscopique, on obtiendra quelque chose comme ceci. Et on a là notre épiderme externe formé par une couche, c'est une membrane
une couche de cellules, appelons ça comme ça, et l'épiderme interne, et entre les deux épidermes, on a le parenchyme. Et l'ensemble forme la paroi capillaire. Et on a les sutures, comme j'ai dit précédemment, on a nos sutures capillaires. Ce sont là les sutures, donc les lieux où les capelles sont connectés l'un à l'autre. Et entre ces sutures, au niveau de ces sutures, on a des sortes de structures qu'on appelle les faisceaux cribrovasculaires. Donc, au niveau du sac capillaire ou loge capillaire, on a nos ovules qui sont bien sûr fixés au placenta par un cordon ombilical. Je crois que je n'oublie rien. Bon, si on observe également nos ovules au microscope à balayage, on constatera qu'ils sont aussi formés de cellules, que les ovules ont une structure cellulaire comme l'ovaire, c'est-à-dire formée par un assemblage de cellules, dont la taille et la forme varient selon la région, suivant la région où on se trouve. On a par exemple là des cellules qui ont de grandes tailles et à l'intérieur, au niveau de l'ovule, on a de toutes petites cellules. Et on a donc là une membrane cellulaire, c'est-à-dire une paroi formée par l'agencement de plusieurs cellules qu'on a vu précédemment que c'était l'épiderme interne. C'est ça qui enveloppe le truc, qui enveloppe la paroi capillaire. Au niveau de notre capelle, donc, on a deux ovules. On a deux ovules qui sont, si vous observez l'orientation des cellules, vous verrez que ils ont un prolongement qui descend là vers le placenta, et ce prolongement constitue donc notre cordon ombilical. Donc chaque cellule a son prolongement là, chaque ovule a ses prolongements de cellules qui descendent là vers le cordon ombilical. Et au niveau des cellules aussi, on va observer un agencement de cellules là qui vont former des téguments dont l'enchevêtrement formera le micropyle. À l'intérieur des cellules, on a une sorte de sac qui est notre sac embryonnaire avec une cellule, sûrement la cellule mère. Donc chaque ovule a son sac embryonnaire. Donc si on effectue aussi le dessin de cet ovule ou de ces ovules, on observera qu'à l'intérieur de nos ovules, on a un sac qu'on appelle sac embryonnaire. Et au-dessus, on a un nucelle qui est une réserve nutritive de l'ovule. On a au sommet du sac embryonnaire 3 cellules qu'on appellera antipodes. Et au centre de l'ovule, on a 2 cellules qu'on appellera noyau du sac. Et à la base du sac embryonnaire, on a 3 cellules, donc 2 synergides et un noosphère. Rappelons que c'est l'oosphère et les noyaux du sac qui seront fécondés pendant la fécondation, et l'oosphère se développera pour former l'embryon, tandis que les noyaux du sac se développeront pour constituer la réserve nutritive de la graine. Donc c'est ça qui doit nous donner, c'est le noyau du sac après fécondation qui doit nous donner pour des grains charnus cette chair que nous devons consommer. Donc c'est un élément très important dans la graine, parce que sans réserve nutritive, il n'y aura pas de chair, il n'y aura pas, je veux dire, de cotylédones,
Oui, c'est ça qui forme cette partie-là pendant le développement après la fécondation. Oui, voilà en grosso modo notre sac embryonnaire. Ici, nous avons un peu inversé parce que on ne doit pas toujours représenter les choses dans un même ordre. On peut retourner la cellule, on peut retourner tel qu'on le veut. Donc ici, on a mis nos synergides en haut. Donc on a nos 2 synergides et notre oosphère. Au centre, on a 2 noyaux du sac et à la base, on a nos 3 cellules antipodes. Comment donc obtient-on le gamète ou les gamètes femelles à partir d'une cellule mère? Disons que dans le sac embryonnaire, la cellule mère, encore appelée macrosporocyte, qui est une cellule diploïde, doit subir une division méiotique pour former 4 cellules haploïdes qu'on appelle des macrospores. Donc, et parmi ces macrospores, parmi ces 4 macrospores, 3 vont donc dégénérer. Donc ces 3 vont dégénérer et une seule cellule ou un seul macrospore va continuer le développement pour donner les gamètes. Donc, le développement doit consister à quoi? Cette cellule qui est haploïde doit subir une mitose, une première mitose, c'est-à-dire au niveau de son noyau, le noyau va se diviser en 2 pour former une cellule à 2 noyaux et cette cellule à 2 noyaux va subir encore une deuxième mitose, c'est-à-dire chaque noyau doit encore subir une division pour former une cellule à 4 noyaux. Et à ce niveau, les 4 noyaux vont encore subir une troisième mitose pour former donc une cellule à 8 noyaux, avec donc 3 noyaux qui sont les noyaux des antipodes qui vont se former ici au sommet. Donc on a là des antipodes et au centre on aura les noyaux du sac. À la base on aura 2 synergides et un oosphère. Les synergides, bon, rappelons que ces noyaux vont se recouvrir des sortes de membranes pour former des cellules. Donc ces noyaux se recouvrent des membranes pour former des cellules. Donc on aura là 2 cellules appelées synergides et une cellule appelée oosphère. Au milieu, la membrane aura tendance à regrouper les 2 noyaux du sac pour en faire une seule cellule à 2 noyaux. Donc, voilà ce qui se passe, comment on obtient donc nos gamètes. Donc, les gamètes ici seront l'oosphère et le noyau du sac parce que c'est eux qui subiront la fécondation. Un gamète mâle viendra féconder l'oosphère et un autre gamète viendra féconder les 2 noyaux du sac. Comme j'ai dit précédemment, c'est l'oosphère donc après la fécondation qui se développera pour former l'embryon de la graine et les 2 noyaux du sac après fécondation se développeront en albumène, c'est-à-dire pour former une réserve nutritive de la graine. Voilà donc comment on a pu obtenir nos 8 cellules ou nos 8 noyaux à partir de la cellule mère. Si on résume donc, on va dire que la cellule mère du sac embryonnaire subit une mitose pour former 4 cellules haploïdes appelées les macrospores et 3 des 4 cellules dégénèrent et une seule cellule doit continuer le développement en subissant 3 mitoses successives pour former une cellule à 8 noyaux. C'était tout pour la formation des gamètes femelles chez les angiospermes. Nous nous retrouvons sûrement
pour parler de la fécondation, de la pollinisation et de la fécondation chez les angiospermes. Merci d'avoir suivi cette vidéo.